si c'est ça la réponse, ça veut dire que Hachem, il a tout en même temps avec lui, et que ça veut dire qu'il ne peut pas séparer le temps. D'abord, il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas. Alors, voilà. Il y a une chose que Dieu ne veut pas. Il y a toujours des gens, tous les quelques mois, qu'un petit rigolo m'envoie. Est-ce que Dieu peut créer une pierre aussi grosse qu'il ne peut pas soulever? Ou bien est-ce qu'il peut créer un mur qui ne peut pas... C'est une bêtise. Pourquoi? Parce que ce genre de raisonnement logique est valable dans notre référentiel à nous. Mais Hachem ne rentre pas dans notre référentiel. À quoi ça ressemble? À Einstein, qui dit que deux parallèles dans l'espace-temps, elles se rejoignent. C'est un truc connu. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Parce que... Milliardaine de millimètres qui... Non, tu as deux parallèles éloignés de 10 mètres, d'accord? Et une parallèle ne peut jamais se rejoindre. Hein? L'espace se courbe, ouais. Mais comment il est courbé? Comme si, concave, convexe, il y a des... Voilà, qu'est-ce que j'en sais? Voilà, donc c'est des choses qu'on ne comprend pas très bien. Mais on peut comprendre, grâce à cela, que ce qui est logique dans mon monde n'est pas forcément logique autre part. Maintenant, ça, on parle dans l'espace-temps qui est beaucoup plus petit qu'un grain de sable par rapport à l'univers entier. Le monde que nous connaissons, qui fait 15 milliards d'années, est proportionnellement beaucoup plus petit qu'un grain de sable par rapport à l'univers entier, par rapport au monde supérieur qu'il y a. Vous me suivez ou pas? Au-dessus de notre monde qui s'appelle Asiya, il y a un autre monde qui s'appelle Yetzira. Après Bria. C'est pas tellement compliqué. Je vais répéter. Il y a 4 mondes. Il y a le monde qui s'appelle la Asiya. C'est notre monde. Il s'arrête jamais. Non, Mais c'est bien plus grand. La Voie lactée, c'est notre galaxie. C'est encore plus gros que tout ça. Ouais, la galaxie jusqu'à Hubble. Hubble, pas le... Il y a deux, il y a un Goebbels et il y a un Hubble. Ils se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes. Hubble, c'était un astrophysicien qui a découvert qu'à part la galaxie, il y a aussi d'autres galaxies. Avant Hubble, on croyait que les petits points qu'on voit dans le ciel, c'était des étoiles. Eh bien non, il s'avère que les petits points qu'on voit dans le ciel, très souvent, ce sont des galaxies. Une galaxie, ça contient environ 100 milliards d'étoiles, en moyenne. 100 milliards d'étoiles. Aucun être humain ne peut imaginer la grandeur d'une galaxie. On ne peut pas imaginer ça. On ne peut pas, avec des efforts très grands, on ne peut pas, c'est trop grand pour nous. Ça, c'est qu'une galaxie. Il y en a qui sont tellement éloignés que quand on les voit, c'est comme un petit point. Et ça, c'est celle qu'on voit. Et il y en a beaucoup qu'on ne voit pas du tout. Donc le monde, il est complètement... 15 milliards d'années, c'est une chose. Ça, c'est... Je ne sais pas si c'est Olam Asiya ou si c'est le plus bas niveau des 10 niveaux d'Olam Asiya. Je crois que c'est le plus bas des 10 niveaux. Parce qu'il y a 10 sphères dans Olam Asiya. D'accord? Maintenant, ça c'est Asiya. Maintenant, Asiya, après tu as Yetzira, qui a 10 niveaux aussi. Après tu as Bria, qui a 10 niveaux. Après tu as Atzilut, qui a 10 niveaux. Puis après tu as encore beaucoup de choses. Après on arrive à ce qui s'appelle l'infini, c'est pas encore Hachem. C'est une émanation de Hachem. Tout ce qu'il fait, vous avez dit, c'est voilà, donc tu comprends que notre monde à nous, la Yeshua Yosef, qui est très très précieuse aux yeux de Hachem, sachez qu'on est très précieux aux yeux de Hachem. Pas la Yeshiva, que la Yeshiva, tout le monde aujourd'hui. C'est minuscule de minuscule et minuscule, mais c'est rien de rien de rien. C'est plus petit que le rapport qu'il y a entre un grain de sable et l'univers, qui fait 15 milliards d'années-lumière. Le rapport qu'il y a entre un grain de sable et l'univers 15 milliards d'années, il est beaucoup plus petit que le rapport qu'il y a entre notre monde à nous, qui fait 15 milliards d'années, l'univers, et l'infini de Hachem. Pas Hachem, l'infini qui est une émanence de Hachem, qui sort de Hachem. Hachem, on n'en parle même pas. D'accord? Donc, il n'existe pas maintenant que Hachem est une chose qui est impossible pour lui. Il a créé une pierre, ça c'est un jeu de... Tu joues au Lego avec Einstein, d'accord? C'est une blague, ça n'a rien à voir. On parle d'autres mondes, d'autres référentiels, d'autres logiques, d'autres réalités. Maintenant, on peut comprendre que Hachem vit dans une autre réalité, il est au-dessus du temps. Étant au-dessus du temps, chez lui, tout est simultané. Si tout est simultané, alors il n'y a plus une question du type. Si tu vois à l'avance que le type va se planter, alors pourquoi tu lui donnes le libre arbitre? Hachem crée ensemble, tout ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a une chose qu'on ne peut pas comprendre en fait. Donc en fait ce qu'on est en train de dire c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On peut comprendre. On ne va jamais comprendre comment fonctionne Hachem. Non. Sache qu'il y a comprendre et il y a imaginer. C'est deux choses différentes, tout à fait différentes. Par exemple, prenons l'infini. Est-ce que tu peux comprendre que l'infini existe? Si.
Pas comprendre que l'infini existe. Non, parce que chez nous, c'est pas concevable. Tu ne peux pas l'imaginer. Si, tu peux le comprendre, tu peux pas l'imaginer. C'est deux choses. Imaginer vient du mot image. Image, c'est que tu vois une image de cela. Or, l'infini n'a pas de limite. Et on peut pas avoir une image d'une chose qui n'a pas de limite. Alors, comment on peut comprendre une chose qu'on Mais peut imaginer? on peut comprendre. On peut comprendre des choses qu'on ne peut pas imaginer. Comprendre Hachem. Oui, bien sûr, je vais te Parce qu'un aveugle, on peut l'expliquer, il peut avoir une vague idée de... Je vais t'expliquer maintenant des raisonnements sans imagination. Bah, prends Hachem. Hachem existe? C'est certain. Il agit dans ce monde? Attends, est-ce que tu peux l'imaginer? Imaginer en train d'agir? Hachem, imaginez Hachem. Non, c'est impossible. On a des images vagues, genre. C'est impossible. Les images qu'on a, c'est des bêtises. Des pubs, ça, ouais. Ouais, c'est des bêtises. On peut pas imaginer l'infini, c'est inimaginable. Inimaginable. Pourtant, tu comprends qu'il existe. C'est absurde d'imaginer. Je comprends. Oh, là est la nuance. Quand on parle de Hachem, quand on parle de notions qui sont dans l'infini, c'est marqué qu'on doit en parler Ratso Vachov. C'est quoi Ratso Vachov? C'est qu'on ait le raisonnement, mais sans qu'il y ait l'imagination qui vienne et qui habille ce raisonnement. Très souvent, chez nous, quand on fait un raisonnement, rapidement l'imagination vient et veut donner une image à cette chose-là. C'est faux. Hachem, on peut en parler. Si tu penses trop, tu commences à voir des choses. Il ne faut pas voir ni Yud Kei Vav Kei, ni lumière, ni une barbe. Parce que c'est pas ça. Il ne faut surtout pas imaginer parce qu'il n'y a pas d'image. Mais tu peux concevoir une chose qui n'a pas d'image. Tu peux concevoir que l'infini existe. Oui, c'est pas compliqué. Tu comprends qu'il y a du fini. Tu comprends qu'il y a du fini. Un truc qui n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Tu peux comprendre ça. Tu peux le voir. En aucun cas. Comment je peux imaginer une chose qui n'a pas de fin? Je ne peux pas. On peut comprendre que ça existe, mais Voilà. on peut aussi ne pas comprendre comment ça marche. Tu peux. On peut comprendre sans comprendre. Ça veut dire quoi, comprendre comment ça marche, qu'il n'y a pas un infini? Il n'y a rien qui marche là-dedans. On peut comprendre sa manière de Les vrais termes que tu dois employer, c'est qu'il y a une compréhension rationnelle. Ça veut dire je peux comprendre que ça existe, je ne vais pas le voir, je ne vais pas l'imaginer. L'imagination, c'est une chose qui est petite. Petite. C'est que dans le monde du fini. On a dit que le divin, c'est un référentiel différent de l'être humain. Oui. Donc on ne peut pas comprendre vraiment comment agit le divin. Tu peux pas comprendre vraiment, mais tu peux comprendre qu'il agit différemment. On peut comprendre à notre niveau, quoi. Tu peux comprendre. C'est pas dire que tu comprends. C'est pas dire je comprends pas et c'est tout. C'est plus que ça. Tu peux comprendre certaines. Comprends un peu, voilà, suffisamment pour comprendre que maintenant, étant au-dessus du temps, donc chez lui tout est simultané. Attends, c'est quoi? Regarde, les astrophysiciens disent, on parlait un peu d'astrophysique, d'accord, de galaxies, etc. Il y a dans l'univers des trous noirs. Quand on regarde au télescope, on voit un gros trou noir. C'est quoi un gros trou noir? C'est-à-dire sur quelques millions d'années-lumière, il n'y a pas de lumière. D'abord, il faut que j'explique un peu quelques notions basiques. Quand on parle du monde, le monde, il est beaucoup trop grand pour qu'on parle de distance en kilomètres, ou en 1000 kilomètres, ou en centaines de milliers de kilomètres. C'est beaucoup trop grand. Donc on parle en temps-lumière. Le temps, par exemple, la distance qu'il y a ici entre la Terre et la Lune, c'est 300 000 kilomètres. Le temps que parcourt la lumière pour voyager, 300 km, environ une seconde. C'est à peu près, c'est un peu moins, d'accord? Un peu moins de 300 000 km. En une seconde, la lumière voyage pendant, traverse environ un tout petit peu moins de 300 000 km. Donc ça veut dire que entre la Terre et la Lune, il y a une distance de 1 seconde lumière. Le Soleil se trouve à 8 minutes lumière de la Terre. Et très loin le Soleil. C'est-à-dire que la lumière voyage pendant 8 minutes pour toucher notre rétine. Et si maintenant quelqu'un éteint le Soleil, clink, maintenant, pendant 8 minutes, il y aura encore du Soleil. On regarde dans les... Non, non. Tu vois toujours passer. C'est vrai que lorsque tu regardes une étoile qui est éloignée, c'est comme ça, c'est quoi le boulot maintenant, le grand boulot des astrophysiciens? Ils ont envoyé dernièrement, comment s'appelle ça, le truc qu'ils ont envoyé? C'est pas Kobe, c'est pas Hubble. Walid. Je crois que c'est Kobe. Kobe. Ils ont envoyé maintenant. Alors ils ont envoyé Hubble, ou je sais pas, il y a un Kobe, un autre c'est Hubble. Un, ils ont envoyé. C'est vieux, c'est le
Alors c'est Hubble, le dernier. Un super satellite qui voyage très loin dans l'espace. Il est super, beaucoup mieux que celui de... Et il y a quelques mois, ils ont donné une image de l'univers, environ, je crois que c'est 300, je ne sais plus combien, 3 millions d'années, je sais plus, quelques millions d'années après sa création. Une image de l'univers. Comment on peut voir l'image de l'univers? C'était il y a 15 milliards d'années. Ils regardent très très loin avec les télescopes, à une distance tellement éloignée que la lumière qu'ils voient, c'est celle qui est sortie de ces étoiles-là il y a 15 milliards d'années. Ah, on va pas le passer, là. Hein, exactement. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un se trouve sur une étoile qui est, comme je raconte ça très souvent, une étoile très proche de chez nous, on va dire qu'il se trouve environ à, on va dire 3500 ans lumière, 3500 années-lumière de la Terre. C'est une étoile très voisine de notre galaxie, c'est très proche. La galaxie, elle fait je ne sais plus combien, quelques centaines de milliers d'années-lumière. Une qui se trouve à quelques milliers d'années-lumière, c'est rien du tout. Tu as là-bas un petit bonhomme vert qui... Hein, je crois quelque chose comme ça, ok. E.T. Il regarde maintenant, Maintenant, c'est quoi ce bleu? Oh, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il voit? Voilà, mon cher Abedou qui ouvre la mer. Maintenant, il voit ça en live. Et Pharaon qui le poursuit. Le temps qu'il arrive de là-bas jusqu'ici, ça sera... Mais il vient pas ici, il est là-bas. Oui, il peut voir, mais il ne peut pas agir dans le passé. Il peut pas agir, mais il peut voir le passé en live. C'est-à-dire quoi? C'est une image qui fait le temps. Il y a... Moshe Rabbeinu fait comme ça avec sa main. Quand il fait comme ça avec sa main, il y a un rayon de soleil qui touche sa main. À ce moment-là, il y a du soleil, d'accord? Et ce rayon de soleil, maintenant, il rebondit sur sa main. Parce que la lumière rebondit sur notre... on appelle ça, le rayon, on appelle ça un photon, c'est une particule de lumière. Le photon, il part à une vitesse de 300 000 km à la seconde. Il part dans l'espace. Et il part. Et il part. Et il part. Et il part. Dans 3500 ans, il sera où? 3500 ans plus tard, il sera où ce petit photon? Sur la planète NGS 215, où habite E.T. Et E.T. du coup, tink, il colle ce photon dans son télescope. Ping! Il voit la main de Moshe. Tu comprends? Sinon, on n'a pas vu la vitesse de la lumière. Mais nous, on ne le verra jamais? E.T. Non. Ah, Moshe Rabbeinu. Est-ce que nous, on peut voir Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'on peut voir nous Moshe Rabbeinu? Si on est actuellement sur la planète... Non, parce qu'on est sur la Terre, c'est impossible, avant qu'on aille plus vite la lumière. Ouais, on peut pas, c'est impossible. Impossible. On ne pourra jamais le voir. C'est pas passé, c'est passé. À moins qu'on va chez... Maintenant. Mais le temps que tu y ailles, ça sera vite. Voilà. Tu verras, ça marche. Non, mais Hashem très bientôt. Tu verras le Rav Shaya en train de... Très bientôt, Mashiach va se dévoiler. Et on pourra faire la Kabbalah Maasit. En Kabbalah Maasit, il y a un truc qui s'appelle Kfitzat Shem. C'est tu rappelles un nom de Dieu, et tu te retrouves où tu veux, quand tu veux, à la vitesse de la pensée. Non, tu te trouves pas à une autre époque, mais à un autre endroit. C'est téléporté. Donc je peux, voilà, téléportation. Donc je fais comme ça, tic, NGC 215, trink, je tourne. Ah, E.T., moi c'est Ron Shaya, passe-moi ton téléphone. Ah, oh là là, Moshe, je vois, j'aurais pas pu cliquer comme ça. Ouais. Alors oui, ta question, Elie. Oui, mais je suis en train d'expliquer maintenant les photons, les trous noirs. Il y a une, vous avez dit, quand on n'a pas le droit de s'imaginer le nom de Yud Kevavki. J'ai pas dit ça. J'ai dit que Hachem, on n'a aucune image de lui. Yud Kevavki, c'est pas Hachem. C'est son nom. Un peu différent. Pourquoi je parlais des trous noirs? Ah, pour expliquer des notions qu'on peut comprendre, mais qu'on ne peut pas imaginer. Alors, maintenant, il faut encore une notion supplémentaire qu'il faut que je vous explique. Bon, une des réponses qu'on donne, à mon avis, la réponse la plus solide qu'il y a, sur la non-compatibilité de la datation du monde que donne la Torah, 5771 ans, et on est combien là, 5 mois et quelques, et l'astrophysique actuelle qui donne au monde un âge d'environ 15 milliards d'années, c'est très différent comme datation. Alors, beaucoup de réponses un peu crétines ont été données par différents religieux. À mon avis, la réponse la plus sensée est la suivante. Elle se base sur la relativité de Einstein, la relativité générale. Qu'est-ce que c'est que la relativité? La relativité signifie que tu vois un phénomène physique
que tu peux quantifier de façon différente d'après le point de vue duquel tu le regardes, d'après le référentiel dans lequel tu te places. Par exemple, si je suis dans un avion maintenant qui vole au-dessus de Jérusalem et je me sers un café. Question de physique amusante, à quelle vitesse le café coule-t-il du pot dans la tasse? Hein? Pardon? Ah ouais. Alors, qu'est-ce que tu réponds, toi, qui a été si bon élève à l'école? Hein? Ouais. T'as eu 0 à ton examen, non? Que t'as répondu comme ça. Quoi, par rapport à la Terre ou pas? 10 centimes secondes. Ouais, maintenant. Ouais. C2, non? Arrêtez de vous casser la tête. Quand tu es ici, tu es à la yeshiva, d'accord? Tu te verses maintenant un coca dans ton verre. À quelle vitesse ce coca, il tombe dans le verre? 10 km/h. Il va faire spring dans ta figure le Coca-Cola. 1 km/h. Ouais. Pas plus. Messieurs, je propose qu'il y ait un peu de silence. Merci. Alors, à 1 km/h. Maintenant, tu as justement un amateur d'astronomie avec le télescope qui est en train de regarder et de chercher une planète. Tout, il voit ma barbe dans l'avion et il voit que je me verse un café. L'avion passe maintenant en train de voler à 900 km/h. À quelle vitesse notre apprenti astronome, il voit le café passer? Question se pose. Alors le café, je ne comprends pas. Est-ce qu'il est en train de couler à 900 km/h ou à 1 km/h? Tout dépend du référentiel. C'est tout bête. Comme dans un ascenseur, tu peux parler à quelqu'un, tu passes un bouquin, d'accord, ou les deux, vous êtes immobiles. Mais si on vous regarde à l'extérieur, vous êtes mobile. Quelqu'un maintenant, on est tous immobiles maintenant, quelqu'un qui nous regarde depuis la Lune, il voit qu'on est en train de tourner à 2000 km/h. Parce que la Terre, elle tourne très vite. D'accord? Donc ça, c'est une notion enfantine que tout le monde comprend. On appelle ça la relativité mécanique, au niveau des mouvements. Vient Einstein et dit ce qui est valable au niveau de la relativité mécanique est valable aussi au niveau du temps. Ça veut dire, notre perception du temps, tu as une montre qui est à l'heure. Et partout dans le monde, 1 heure, c'est 1 heure. Einstein vient et dit non, c'est faux. Parce que le temps est relié à la matière. C'est ça, l'espace-temps. L'espace et la matière, il est imbriqué avec le temps. Quand tu changes certaines données matérielles, ça influe sur le temps. Le temps va changer. L'espace, c'est pas Alors, ça dépend de quoi? Ça dépend de certains facteurs, comme la différence de déplacement dans l'espace. Quelqu'un qui voyage rapidement dans l'espace, alors le temps chez lui passe plus lentement. Ça veut dire que lui, il va avoir 1 heure sur sa montre, mais pour quelqu'un d'autre sur la Terre, ce sera 1h02, 1h03, ce sera un peu plus. L'exemple des 2 jumeaux, comme ça. L'exemple des 2 jumeaux. L'exemple des 2 jumeaux. 2 jumeaux, un est resté sur Terre et l'autre est parti en navette spatiale très rapide dans l'espace. Vous voyez une vitesse effarante voisinant celle de la lumière. Ils battent pour 24 heures. Et les deux ont 20 ans. Le petit zip, il décolle, il fait 24 heures de voyage dans l'espace. 24 heures là-haut? Ouais, sur sa montre. Et quand sur sa montre à lui dans la navette spatiale. Pour 24 heures, il revient, il a quel âge? 20 ans et 1 jour. Au niveau physique, il a 20 ans et 1 jour. En vérité, il s'est beaucoup ennuyé dans le voyage, parce qu'il voulait voir pour rien voir, parce que vu qu'il faisait le tour de la Terre très rapidement, c'est Shachit min Harabit, Shachit min Harabit, Shachit min Harabit. Oui, bien sûr. C'est un arabe, c'est pire, il n'a pas le temps, il fait 5 temps. Il revient sur Terre, 1000 ans sont passés. Son frère jumeau est mort enterré. 1000 ans. C'est une vraie histoire. Une vraie histoire théorique. Ah, théorique. Ouais, mais elle est vraie, elle n'est pas fausse. Ils n'ont pas fait... Non, parce qu'on peut pas. On n'a pas. Mais aussi, c'était... La vitesse, elle change les choses. Tu prends un bâton qui fait 1 mètre. Tu le mets dans une cabine spatiale qui va à une vitesse très très grande. Bien qu'il n'y ait aucun frottement avec l'extérieur, le bâton il fait 1 demi-mètre. Bon, c'est des données comme ça qu'il faut savoir. D'accord? Pourquoi la vitesse, ça change le temps? C'est imbriqué. La vitesse, l'espace et le temps. Pour pas mourir.
Maintenant, il y a par exemple le champ de gravitation. Quand tu as un champ de gravitation qui est très grand, alors le temps se dilate aussi, le temps devient beaucoup plus lent. M'a dit un copain qui est un grand religieux avec ses bains, qui est un ancien physicien, encore aujourd'hui en physique nucléaire, il m'a dit que dans les trous noirs, qu'est-ce qu'il y a? La supposition qui est la plus en vogue aujourd'hui, c'est que dans les trous noirs, il y a des planètes qui sont très très grosses. Tellement grosses qu'elles attirent très fort vers elles. Vous savez qu'une des forces, il y a 4 forces de base dans l'univers, la force numéro 1 s'appelle la gravitation universelle. Le fait que quand tu prends un objet, quand tu le lâches, il tombe. Pourquoi le mouchoir, quand je lâche, il tombe vers la Terre? La pesanteur. Pesanteur. Par quoi? Qu'est-ce qui provoque la pesanteur? C'est comme un aimant qui. Il n'y a pas d'aimant. Il n'y a pas d'aimant. La masse. La masse. C'est une loi bizarre comme ça. Quand tu as une masse, elle attire vers elle. Le mouchoir aussi, il attire vers lui. Des petites masses. Le mouchoir attire aussi la Terre vers lui. Très peu. Mais les deux s'attirent. Maintenant, quand tu as une masse énorme, comme celle qu'on croit qu'il y a dans les trous noirs, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est autour, sur des millions d'années-lumière, c'est énorme, est happé. Donc, plus elle est grosse, elle est énorme, d'accord? À un point tel qu'elle a une masse tellement forte que même les photons sont les particules les plus légères de l'univers, la lumière, parce que c'est un soleil incandescent, ce trou noir, d'accord? C'est une planète. Plus tu mets de la matière ensemble, plus ça chauffe. Dans nos moteurs à explosion dans les voitures, comment on fait pour que le moteur il fonctionne? Tu as le piston, puis tu as pas la culasse, le piston il est dans la cylindre. Dans le piston, il rentre et il comprime l'air dans le cylindre. Qu'est-ce que ça fait? L'explosion. Pourquoi? Parce que l'air chauffe. Parce que le fait qu'on le comprime, il chauffe. Maintenant, quand je comprime quelques dizaines de millions d'années-lumière de matière ensemble, ça fait un soleil de milliards de degrés. Donc on devait être aveuglé par ce soleil. En fait, on regarde, c'est tout noir. Pourquoi? Parce que ce soleil est tellement grand qu'il attire même vers lui les particules de lumière, les photons qui veulent s'en échapper. La lumière veut sortir, tac, elle est happée en retour par cette grande planète. Donc quand on regarde le télescope, c'est tout noir. Maintenant, ce copain physicien m'a dit, d'après les calculs, et les physiciens ils disent, dans ces planètes-là, la gravitation est tellement forte qu'on pense que le temps s'arrête. Il m'a dit, ne me demande pas t'expliquer ce que ça veut dire, je ne peux pas t'expliquer, mais le temps s'arrête. Alors c'est un exemple tout ça je racontais pour expliquer uniquement ça. Qu'il y a des notions qu'on peut savoir, on peut calculer, on sait, voilà, là, d'après les calculs, le temps s'arrête. Mais vivre ça, comment on peut nous imaginer le temps s'arrête? Tu vas là-bas, tu es sur la planète, c'est quoi un temps qui s'arrête? Tu fais burp, que c'était avant, c'était après, enfin, comment ça se passe? Non, pas, je ne sais pas comment tu meurs, non, je ne sais pas. Tu vis peut-être éternellement, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais on ne le ressent pas, mais on sait que ça peut exister. Donc il y a des choses qu'on peut savoir sans les vivre. Idem Hachem. Donc pour la vraie réponse au niveau du libre arbitre, c'est que Dieu donne un libre arbitre total, mais vu que chez lui les choses sont simultanées, on enlève la question de comment s'il sait à l'avance, alors il laisse faire. Parce qu'il fait tout à la fois. Est-ce que c'est 10 mondes dont vous parlez, ces 10 niveaux de monde? Il y a 4 mondes. C'est 4 mondes, mais ils sont divisés par 10. Ouais. Est-ce qu'ils sont fait partie d'Hachem ou est-ce qu'Hachem est extérieur? On peut imaginer Hachem extérieur ou... Ils ne sont pas divins, ces mondes. Ils ne sont pas divins. Le micro n'est pas divin. Mais dans le micro, il y a une partie de Hachem qui l'a fait vivre. Hachem, il est partout. Est-ce qu'il l'englobe ou est-ce qu'il est à l'intérieur? Il est à l'intérieur et à l'extérieur. Hachem est dans le vide aussi. Bien sûr. Bien sûr. Hachem est partout. Si Hachem il n'est pas partout, alors, c'est quoi qui n'est pas du Hachem? Ouais. Alors, la réponse que j'ai entendue à ce propos-là, c'est qu'il y a 2 points de vue. Il y a le point de vue de Hachem et le point de vue de nous. Nous, dans notre point de vue, on voit nous et on voit Hachem comme 2 choses différentes. Mais Hachem étant partout, il est partout. Il n'y a pas une partie qui est sans lui. Simplement, on peut dire que chez nous, il se voile. Il voit sa présence, mais il est là. Tout ce que nous voyons maintenant, ce sont des habits de Hachem. Plus un habit, c'est en fait caché. Un habit, ça me cache à moi. Mon habit de mon âme, c'est mon corps. Le monde s'appelle Olam, signifie caché.
C'est-à-dire que c'est une émanation de Hachem, mais pour qu'on puisse la voir, alors, pour qu'on puisse la voir et la saisir, il la cache avec un habit. Et l'habit permet de voir. Mais la vie, c'est lui. L'habit le recouvre à lui, oui. C'est marqué que Dieu a pris la lumière et s'en a enveloppé. C'est le cours de Bereshit que Abraham veut que je fasse un de ces jours. Quand Dieu dit Yehi Or, qui est la lumière, Yehi Or, c'est marqué Vaïhi Or. La lumière fut. C'est quoi fut? Dit le Ramban que dans le mot Bereshit, déjà Dieu a créé la lumière. Mais elle était tellement infinie, grande qu'on ne peut pas la voir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la lumière. C'est quoi? La première lumière, c'était Rocher, c'était l'obscurité. Le fait de créer l'obscurité, ça permet que tu puisses voir la lumière. Bon, je vais refaire ce cours bien d'air plus... voilà. Alors, à qui la question? Oui. Une question sur le trou noir, là. Ouais. C'est intéressant. Parce que finalement, si on dit qu'il n'y a pas de temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement. Parce qu'il n'y a pas de mouvement, parce que le mouvement, c'est celui qui fait du temps. Donc finalement, celui qui a le trou noir, finalement, il n'a pas accès sur le monde extérieur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nous voir. Celui qui est là-bas. Et pourtant, c'est très bizarre parce que justement, parce que tout est attiré par ce trou noir. Donc il y a des photons qui viennent vers lui, donc il pourrait nous voir. Ouais. Il pourrait nous voir. Ouais. C'est très bizarre. Ouais, j'ignore. Je vu dernièrement dans un livre que je lisais dans les toilettes, que, parce que c'est le genre de livre qu'il faut dans les toilettes, que dans chaque 10 cm3, tu as 400 photons du Big Bang. Le Big Bang, tout commence. Toute la matière du monde se trouve réunie en un point même tellement petit qu'il est invisible à l'œil nu. On appelle ça du magma. Et ça explose. Et bon, ça correspond tellement bien à la Torah, il faut faire un cours, c'est extraordinaire comme ça correspond mot à mot à la création. Lumière, d'accord? Lumière, ok, elle part. Maintenant, Penzias et Wilson, ce sont deux astrophysiciens en 1965, ils ont reçu le prix Nobel, ils ont découvert la vibration, donc l'onde du Big Bang. C'est une onde, c'est des photons, je ne sais pas ce que c'est une émission, une émission radio, lumineuse, ce que tu veux, une émission. Ils arrivent à la capter. Et donc ils disent que dans chaque 10 cm3, tu as maintenant au moins 10 photons du Big Bang, ce que tu peux voir actuellement. C'est que si je pouvais maintenant prendre un petit appareil et regarder maintenant le photon, je vois actuellement, je suis en train de voir le Big Bang. Ce photon-là, je me demande maintenant, ton histoire c'est quoi? Je viens de sortir maintenant du Big Bang. Comprenez une chose encore supplémentaire. La lumière, quand on voyage à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. N'est-ce pas? Dans le photon, on voyage quelle vitesse? La lumière. Maintenant, le photon, alors, il est sorti quand du Big Bang? Maintenant. Maintenant, le Big Bang, il n'est pas fini. Alors, le monde, il n'a pas commencé. Il est à zéro. Si nous, qu'on est arrêté, on a une échelle du temps que le Big Bang date d'il y a 15 milliards d'années. Hachem dans la Torah, qui vit le Big Bang, pour lui, il a une autre échelle, pas la nôtre. 6 jours. Le Big Bang, il a une échelle maintenant. On est encore ici, quoi? C'est pas ça. Hein? Ça reproche pas l'idée que Dieu crée en permanence le monde. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de... C'est pas faut dire ça, mais en quoi ça rapproche? Parce que le Big Bang est toujours présent. Donc il veut créer le monde à tout moment. Non, Big Bang, c'est un moment. Simplement, le photon, vu qu'il voyage avec la lumière, chez lui, le temps n'existe pas. Donc lui, maintenant, il est en train de vivre maintenant le Big Bang. Mais c'est pas un nouveau Big Bang, c'est le même. Simplement, lui, il est dans le référentiel du temps qui ne change pas. Est-ce qu'il a une masse, le photon? C'est une question. Je ne sais pas si c'est une onde ou une masse. Bon, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. C'est pas clair. C'est-à-dire quoi, on dit qu'à chaque instant, le monde, Dieu, il recrée le monde, c'est comme ça. C'est pas qu'il crée, c'est qu'il insuffle maintenant de son énergie sans cesse. C'est comme la lampe, peut-être un temps le courant, il n'y a plus rien. Le monde, il est fait d'énergie. D'accord, tu prends l'atome, ça tourne. Tu prends le noyau, ça tourne. Tu prends l'électron, ça tourne. D'accord, c'est en énergie sans cesse. D'où ça vient? Quelqu'un a branché la prise. Voilà. Hachem. Les atomes sont branchés à Hachem. Donc, sur ce, c'est un cours d'astrophysique. Quand la chair va se dévoiler, il y a en fait tout le monde qui va le tuer. Si. Ouais, va se poser. Alors, où il va mourir, où il va survivre? Vous m'avez répondu la question là. Hein? Vous m'avez très bien répondu.
Dans la prière, c'est marqué. Quand il va dire c'est moi le Mashiach, sûrement l'Amérique ils vont envoyer leur meilleur sniper. Bien sûr, tout de suite. Pas les snipers, les satellites, les machins, les carbone. Ils l'ont fait quoi dans l'histoire? On se protège. Alors c'est marqué dans la prière, dans le sido que tu as, c'est marqué. Passe-moi le sido. Mashiach ben Yosef. Voilà. Alors, pour pas qu'il soit tué par Amilus Aracha. Notre Hachem, on pense que Mashiach ben Yosef est déjà passé. Les élèves du Gaon de Vilna disent que c'était lui le Mashiach ben Yosef. C'est marqué dans la prière qu'il faut prier que Mashiach ben Yosef ne meure pas. Quand on dit Bonne Yerushalayim, vous venez au Tabyan en l'âme. Quand on dit ça, il faut penser que Mashiach ben Yosef ne soit pas tué par Armilus l'impie. Les élèves du Gaon de Vilna ont écrit un bouquin qui s'appelle Collator. Là-bas, ils prouvent par A plus B que le Gaon de Vilna était le Mashiach ben Yosef. C'est vrai qu'il a, le Mashiach ben Yosef, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit promouvoir la Aliyah en Israël. C'est ce qu'il a fait. La première Aliyah en Israël a été faite par les élèves du Gaon de Vilna. Donc, si on admet que c'est lui Mashiach ben Yosef, on n'attend plus que Ben Nebedi. Lui ne sera pas tué. Par contre, il aura un pouvoir, mais roi Sfatav Yamit Racha, par le souffle de ses lèvres, il tuera le Racha. Et il a besoin de notre aide. On doit tuer la Torah, on doit arrêter de regarder des films dans les vidéos, on doit faire attention à ce qu'on dit, etc. Grâce à notre pouvoir de Torah, Hachem lui donne un pouvoir dans sa bouche. Hein. C'est les Américains qui envoient les snipers. Ouais, je ne sais pas comment ça sera. En tout cas, c'est clair, à mon humble avis, messieurs, à mon humble avis. Le Maral de Prague, il dit qu'avant que la malchoute de Hachem, du Mashiach, se dévoile dans le monde, il faut que toutes les autres royautés s'écrasent. On est en train de vivre ça. Le monde occidental, il est bientôt dans le crash économique. L'Europe n'existe plus. C'est un pays arabe. L'Amérique, avec un dirigeant arabe, ils sont en bord du crash économique. Ishmaël, patatras, mais qui aurait cru ça il y a 2 mois? Un patatras de patatras, c'est extraordinaire. Donc, à mon avis, on est très très proche.